Merci, eh bien, bonsoir à toutes et tous. Merci à l'Université Bretagne Sud de m'accueillir et puis en particulier à Nathalie Bourgougnon pour cette invitation puisque je suis, comme elle vous l'a dit, très sensible à la diffusion des connaissances, des savoirs scientifiques et d'ailleurs dans ce cadre, j'ai fondé l'association Valbiome, donc c'est aussi au titre de l'association que j'ai le plaisir d'être là ce soir, dont le but est de venir promouvoir et diffuser les connaissances scientifiques, faire sortir un peu les chercheurs de leur laboratoire et pouvoir discuter avec les uns et les autres et en particulier des dernières découvertes pour ce qui me concerne donc en neurobiologie. Donc, une petite photo, ben voilà, en effet, de Marseillaise. Hein. Je vous ai mis ici le Vieux-Port et l'Institut des neurosciences de la Timone, donc l'INT où je travaille, à la faculté donc de médecine. Alors, le cerveau amoureux, l'amour, me direz-vous, une neurobiologiste qui vient aborder ce thème, c'est quelque chose qui peut quelquefois surprendre et de nombreuses disciplines, j'ai ici illustré par un certain nombre de peintures et de sculptures, mais j'aurais pu tout aussi bien donc venir illustrer ça par des œuvres littéraires, des poèmes, la musique, le cinéma, tout un tas de disciplines viennent donc traiter de ces sentiments depuis de nombreuses années et on retrouve eh bien l'attirance, la séduction, la tendresse, le désir, le romantisme et l'attachement. Alors vous me direz, mais que viennent faire un petit peu les neurosciences dans tout ça, puisque les neurosciences, ça va être une discipline qui s'attache à venir donc décortiquer, je dirais, comprendre un petit peu le fonctionnement du système nerveux et en particulier du cerveau dans donc les différentes fonctions de notre organisme, dans également nos comportements. Et quand on parle d'amour, eh bien Pascal, par exemple, avait cette phrase dans ses pensées: le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors certains savent peut-être qu'il ne parlait pas là du cœur amoureux, mais de la religion. Mais néanmoins, dans la culture populaire, c'est souvent ce que l'on peut venir employer lorsque l'on se sent débordé par ces sentiments. Et Descartes, à peu près dans la même période, avait, lui, considéré qu'il y avait un dualisme entre l'âme et le corps, pour lui, bien sûr, tout ça était lié, mais il y avait une substance pensante immatérielle et une substance physique matérielle qui fonctionnait donc de façon indépendante. Et ce qui est intéressant, bien, c'est qu'il considérait un petit peu la frontière entre ces deux aspects. Ici, au niveau de cette toute petite glande, la pinéale, vous voyez ici une coupe transversale du cerveau, et considérait donc que la pensée était ici dans la partie supérieure du cerveau et le corps et tout le reste de ses fonctions en dessous. Donc, si on vient regarder l'organisation du cerveau, et en particulier ici une théorie qui a été développée par le neurochirurgien Paul MacLean, on voit que ça repose sur un système d'évolution avec un cerveau reptilien très primitif qui donc a comme fonction toutes les fonctions de base de l'organisme, ce qu'on va appeler l'homéostasie, donc les différentes fonctions respiratoires, digestives, cardiaques et autres. Vous avez ici ce qui caractérise l'humain, donc avec ce cortex particulièrement développé, ce néocortex, qui lui va être le siège de tout ce qui va être beaucoup plus rationalité, analyse, prise de décision. Et puis ici, au centre, représenté en rouge, eh bien, ce qu'on appelle le système limbique.
Alors le système limbique, il va être le siège, lui, de différents comportements, déjà liés à la mémoire, pas uniquement, bien sûr, il y aura d'autres zones cérébrales qui vont également y participer, et puis il est considéré comme le centre de nos émotions. Et donc un auteur ici qui est médecin portugais, qui est Antonio Damasio, médecin portugais, neurologue et docteur en psychologie, qui a écrit dans les années 90 L'erreur de Descartes, puisque l'avancée donc de la science et en particulier des technologies maintenant qui nous permettent, nous neuroscientifiques, d'avoir des informations grâce particulièrement à l'imagerie cérébrale. On va en voir certains exemples lors de la conférence, et qui a pu montrer justement, en particulier avec un cas d'école qui était le cas de Phineas Gage. Si vous souhaitez qu'on en reparle après, je vous expliquerai la petite histoire, mais qui, suite donc à un accident majeur au niveau cérébral, a pu montrer justement que ce cortex, ce néocortex et ce système limbique étaient bien associés dans les émotions, donc dans nos comportements et tout ce qui gouverne, je dirais, notre caractère et les individus que nous sommes. Alors le système limbique, si on vient un petit peu faire un focus sur cette zone du cerveau, eh bien, il va y avoir, alors je vais vous présenter quelques acteurs qu'on va retrouver comme ça au cours de la conférence. Déjà, il va y avoir l'hippocampe ici. Donc, c'est une petite zone du cerveau qui porte ce nom parce qu'il a la forme, quand on le dissèque, du petit cheval de mer. Et l'hippocampe, il est majeur dans tout ce qui va être apprentissage, d'une part, et également mémorisation. Donc, les apprentissages, puis l'encodage, le fait que différentes choses comme ça nous restent en mémoire et que nous ayons la capacité de faire appel ensuite à cette mémoire, va être ici, donc, va situer au niveau de cet hippocampe. Autre structure, l'amygdale. Alors l'amygdale, pas celle que nous avons au fond de la gorge, mais là aussi une petite structure cérébrale. Vous voyez, dans une zone du cerveau assez profonde. C'est vraiment alors ce que l'on a au départ beaucoup étudié dans le phénomène de la peur, car c'est une zone cérébrale qui s'active énormément lorsque nous ressentons des émotions qu'on va appeler les émotions primaires, telles que la peur, la colère, l'agressivité, etc. On sait maintenant qu'elles ne se cantonnent pas à venir comme ça gérer nos émotions négatives, je dirais, et qu'en cas d'émotion intense, y compris positive, vous voyez ici par exemple le plaisir, eh bien elle va avoir également un rôle à jouer. L'hypothalamus, donc, dont on reparlera à différents moments, va être un peu le chef d'orchestre de nos hormones, cet hypothalamus, et c'est comme ça qu'il a été d'abord caractérisé, puisque c'est lui qui va être donc contrôler l'ensemble de nos sécrétions hormonales. Et les hormones, eh bien, c'est ce qui va, par exemple, conditionner la croissance, la reproduction, la faim, les températures, etc. Et depuis un petit peu moins longtemps, on a pu montrer également que c'est une structure majeure pour les différents comportements. Et puis ce cortex, donc qu'on retrouve ici, le cortex frontal, lui qui va être donc particulièrement important et impliqué dans tout ce qui va être fonctions cognitives, et en particulier les fonctions cognitives supérieures, fonctions exécutives également. Alors, ces trois parties cérébrales, même si je vous les ai un petit peu disséquées, là, le cerveau reptilien, le système limbique et le néocortex, vous allez voir qu'elles interviennent toutes les trois et qu'elles sont en interrelation les unes avec les autres.
Et lorsque l'on vient s'intéresser au désir, au plaisir, à l'amour, trois systèmes en fait semblent coexister d'un point de vue donc neurobiologique. Et c'est Hélène Fischer qui, la première, donc qui est une anthropologue biologique, a défini qu'il existait donc un système qui permet de gouverner le désir, un qui va être impliqué dans ce que l'on appelle l'amour romantique et le troisième dans l'attachement. Alors tout ça, ce qui va d'abord être à l'origine de tout ce qui va pouvoir nous traverser comme émotion et comme affect, eh bien ça va commencer par des stimuli et des stimuli sensoriels d'abord. Donc ça va pouvoir passer par la vision, par des odeurs, par le toucher, par le goût. Et la question se pose, est-ce que l'attirance qu'on va ressentir, que l'on va venir avoir pour une personne plutôt qu'une autre, est-ce que c'est le fait de goût personnel? Est-ce que c'est des influences culturelles dont il s'agit? Eh bien, les biologistes ont pu montrer que c'était également influencé par ce qu'on va appeler notre héritage évolutif et par des circuits cérébraux relativement pré-câblés. C'est un petit peu les zones là tout à l'heure dont je vous parlais et qui vont être reliées ensemble pour venir interagir. Alors, ce qui a pu être montré par les psychologues, par exemple, eh bien, c'est que on était donc naturellement, en moyenne, les individus, lorsque l'on vient leur présenter des images de différents visages et que l'on leur demande de classifier un petit peu ces visages comme attirants ou moins attirants sur une échelle, eh bien, on a pu remarquer que systématiquement, les visages qui avaient donc qui étaient symétriques, qui avaient donc le plus de symétrie entre les différents traits et avec les peaux les plus impeccables, eh bien, étaient ceux qui allaient attirer, qui allaient être codés par ces individus comme pouvant être les plus attirants. Et ça peut s'expliquer par le fait bien que ça soit ça permette en fait de remarquer une génétique, je dirais, favorable, hein, et donc des signes de bonne santé dans l'évolution. Il est important de pouvoir avoir donc possibilité de se reproduire et donc de perpétuer l'espèce avec au maximum les individus qui auront le capital génétique le plus à même de porter la descendance ensuite qui sera la plus favorable justement à la perpétuation de l'espèce. Il y a également une sélection sexuelle et ce qui est assez étonnant, c'est que lorsque l'on refait ce genre d'expérience, alors beaucoup d'autres choses ont été investiguées, mais chez la femme, lorsque l'on présente différents types de visages avec des morphologies variés, eh bien, les profils qui seront réputés être les plus attirants vont dépendre du cycle menstruel des femmes. En fait, lorsque ces femmes sont dans la période ovulatoire, ce sont des physionomies les plus masculines, donc avec les traits masculins les plus marqués, qu'elles décèleront comme étant les plus attirants, alors qu'en dehors de ces périodes d'ovulation, eh bien, ça sera des physionomies plus douces, aux traits plus doux et de nature un petit peu plus androgyne. Et puis également, eh bien, un apprentissage culturel. Donc là, c'est un ajustement un petit peu plus fin où les chercheurs ont pu montrer que, en fonction des différentes cultures ou en fonction des différents modes de vie, là aussi, les personnes avaient des attirances plus pour ce qui leur était proche, que ça soit dans le mode de vie citadin ou rural ou dans également la même culture qui sera reconnue et indiqué par les sujets comme étant le plus attirant.
Alors chez l'humain, ce qui va être, je vous parlais d'entrée sensorielle tout à l'heure, de stimulation qui vont permettre de déclencher, d'être les premiers déclencheurs. Et ce qui est le majeur chez l'humain, ça va être la vision. Il a pu être montré que dans tous les stimuli qui peuvent donc être présentés à ces sujets, eh bien, ça va être le système visuel qui va être le plus activé lorsque une rencontre se passe. Et je vous présente ici les résultats expérimentaux qui ont été réalisés donc sur 20 sujets qui avaient environ 22 ans de moyenne d'âge. Chez ces sujets, on venait présenter différentes photos, des photos d'images de couple ici, et pendant le temps qu'il découvrait ces photos, était réalisée une expérience d'eye tracking. C'est quoi? C'est en fait une analyse donc très fine qui permet de repérer où se pose le regard. Mais quand je vous dis où se pose le regard, c'est en moins d'une demi-seconde, c'est-à-dire cette première chose qui va attirer le regard sur les images projetées. Et dans cette expérience, on demandait aux personnes de classer. Donc, s'ils trouvaient cette image de couple plutôt dans une relation donc de désir sexuel ou plutôt dans une relation d'amour romantique. Et vous avez ici sur ces histogrammes, eh bien, le nombre de regards que portaient les individus, soit sur le visage ici avec les barres noires, soit sur le corps en général, ici les barres grisées. Et que ce soit en nombre de regards ou en durée des regards, eh bien, c'est à chaque fois le visage, lorsque il s'agissait pour eux donc de ensuite coder ça comme une photo reflétant un amour romantique entre les deux personnes. C'est le visage qui allait être d'abord observé. Alors que lorsque il codait ensuite ces images comme reflétant une image de désir sexuel entre les deux personnes, eh bien c'était ici plus la totalité du corps qui était donc visualisée en premier. Alors, ces fameux stimuli sensoriels, quand on vient regarder grâce à cette imagerie cérébrale, et en particulier à l'imagerie cérébrale fonctionnelle, c'est-à-dire où on voit les zones cérébrales qui s'activent dans telle ou telle situation, eh bien on retrouve donc des acteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, des zones cérébrales telles que l'amygdale, donc je vous disais qui gère les émotions primaires, l'hippocampe donc et la mémoire, le cortex préfrontal et l'insula également qui est plus une zone cérébrale qui va représenter les émotions plus subjectives ou plus analysées. Et puis, toujours l'hypothalamus, donc qui là aussi entre en jeu. Alors, quand on regarde cet hypothalamus, pourquoi s'être intéressé à l'hypothalamus? Je vous le disais tout à l'heure, ça va être le chef d'orchestre de nos hormones. Donc, c'est ici cette petite zone rouge que vous voyez ici au niveau du cerveau. Et l'hypothalamus donc gère les fonctions de reproduction puisque c'est lui qui va venir sécréter une hormone qui est, son petit nom est la GnRH, qui ensuite vient permettre la sécrétion de FSH et de LH, qui seront les hormones qui permettront la synthèse soit d'œstrogène, soit de progestérone ou de testostérone chez l'homme. Alors, quand on regarde cet hypothalamus, on voit qu'il existe un dimorphisme sexuel. Il est constitué de plusieurs petits noyaux, ce que vous voyez ici. Donc, l'ensemble ici représente l'hypothalamus. Et deux de ces noyaux sont différents entre l'homme et la femme, puisque ici, cette aire préoptique que j'ai représentée en bleu est 5 fois plus volumineuse chez l'homme que chez la femme, alors que c'est une autre partie de cet hypothalamus, le noyau ventromédian, qui, lui, est plus volumineux chez la femme. Alors, quand on veut venir comme ça s'intéresser spécifiquement à la biologie et à ce qui est réellement
pardon, des aspects biologiques autres que tout ce qui peut venir affecter, impacter donc ce genre de comportement, eh bien on a à dans notre arsenal les petits animaux de laboratoire qui nous permettent donc de faire un certain nombre d'expériences. Et chez le rat, eh bien, on retrouve le même dimorphisme avec cette aire préoptique plus volumineuse chez le mâle. Et donc, on est venu stimuler électriquement, voir un petit peu ce que donnait quand on venait activer artificiellement cette aire préoptique. Et ce qu'on observe, eh bien, c'est un comportement de copulation chez les rats mâles lorsque ce noyau est stimulé. Et quand on vient au contraire donc détruire cette aire préoptique, et ça a été retrouvé également chez le singe, eh bien il y a un désintérêt pour les femelles. Alors l'animal ne va pas du tout devenir asocial ou ne va pas du tout être en retrait de l'autre animal qu'on lui présente, mais il n'y aura plus, donc ils viendront se renifier, ils viendront rentrer en contact sensoriel, mais il n'y aura plus ce comportement donc de reproduction et ce comportement de copulation. Chez la femelle, quand on vient activer ce noyau préalable, donc le noyau préoptique, rien ne se passe, absolument pas d'effet sur ce type de comportement. Par contre, quand on vient activer donc électriquement le noyau ventromédian, eh bien on observe ce qu'on appelle le comportement de lordose, c'est-à-dire que l'animal va se mettre en position, donc creuser les reins pour permettre la pénétration. Donc, dans cet hypothalamus, comme ça, deux zones particulières, différentes chez l'homme et chez la femme, donc en termes de volume, et impliquées là chez le rat et chez le singe dans ces comportements reproducteurs. Alors, le désir sexuel, les chercheurs ont pu montrer qu'il était sous donc, le contrôle de deux systèmes. Un système excitateur, avec une partie qu'on va pouvoir appeler plus mentale et une autre physique, et également un système inhibiteur. Alors, dans chacun de ces systèmes, de nombreux facteurs interviennent et de façon très expérimentale, on a pu montrer que des facteurs psychologiques, des facteurs comportementaux, socioculturels, interpersonnels et biologiques intervenaient dans ce système activateur. Et de la même façon, au niveau de ce système inhibiteur, on retrouve tout un certain nombre de facteurs avec les mêmes grandes classes de facteurs qui, là aussi, sont impliqués. Donc, ça va être un double contrôle et ça ne sera pas qu'un système activateur qui pourrait être soit allumé, soit éteint, mais réellement, donc, cette double balance où la balance peut être ici à l'équilibre, donc dans un état neutre, ou donc l'un qui vient s'activer plus fortement que l'autre et qui donc vient faire pencher la balance soit du côté hôte ou note. Alors au niveau chimique, si on vient regarder au niveau moléculaire, on remarque que différentes molécules vont être importantes et impliquées dans ces systèmes. Et on va parler donc de certaines d'entre elles plus profondément. Donc vous allez avoir les stimulants qui vont être la dopamine, la noradrénaline et l'ocytocine, dont on parlera plutôt à la fin, et puis d'autres molécules qui, elles, interviennent dans le système inhibiteur, donc en particulier les opioïdes, les endocannabinoïdes et la sérotonine. Alors, dans le système excitateur, si on commence par la dopamine, eh bien, c'est une molécule qui va être particulièrement importante dans l'excitation sexuelle et dans le désir. En fait, c'est elle qui va venir contrôler l'attention déjà portée à l'autre et également la motivation. Et elle va pouvoir permettre l'association des stimuli sexuels avec le système nerveux autonome.
Alors, qu'est-ce que c'est que les systèmes nerveux autonomes? Bien, là aussi, il s'agit donc, comme leur nom l'indique, de systèmes nerveux, mais qui vont être périphériques, non plus localisés au niveau du cerveau, mais localisés au niveau de l'ensemble de notre organisme, et qui vont avoir donc cette fonction d'activation ou au contraire d'inhibition. Et vous connaissez par exemple l'adrénaline. L'adrénaline va être un des acteurs chimiques majeurs de ce qu'on appelle le système sympathique, donc un des deux systèmes nerveux autonomes. Et un autre système parasympathique va être celui qui va permettre de redescendre par contre en activité. Alors, on a pu se rendre compte donc différentes expériences ont pu montrer tout ça, et on trouve, par exemple, cette dopamine. Eh bien, on la retrouve pouvant montrer son implication dans cette excitation sexuelle, dans ce désir, parce que bien c'est une molécule qui va être aussi impliquée dans la maladie de Parkinson, puisqu'elle a un rôle majeur dans tout ce qui va être activité locomotrice. Et on sait que dans la maladie de Parkinson, eh bien, c'est une zone cérébrale riche en neurones dopaminergiques qui est infectée et où les neurones meurent par apoptose. Et quand on traite ces patients parkinsoniens, eh bien, une des premières thérapeutiques va être l'utilisation de L-Dopa, qui est un précurseur de la dopamine. Et comme effet secondaire, chez ces patients traités à la L-Dopa, eh bien, chez un certain nombre, on a un désir sexuel exacerbé. On a aussi donc la dopamine qui va être sous le contrôle de la testostérone et de l'œstradiol. L'œstradiol, c'est un œstrogène, donc deux hormones sexuelles importantes et qui vont avoir, eh bien, chez la femme ici, des concentrations donc modulée tout au cours du cycle menstruel, et la testostérone, donc qui va être là aussi impliquée fortement plus chez l'homme. Eh bien, ces deux hormones sexuelles ont la capacité d'augmenter les niveaux de dopamine. On a pu aussi observer qu'au moment de l'éjaculation, eh bien, la dopamine au niveau cérébral va avoir tendance à diminuer. Il va y avoir une diminution des taux de dopamine. Et ça explique en partie la période réfractaire, c'est-à-dire cette période post-coïtale où il y aura donc chez l'homme une absence de possibilité d'érection avant un petit moment. Et puis les neuroleptiques aussi, les neuroleptiques, là au contraire, ça va être des médicaments qui vont être utilisés pour venir diminuer les effets de la dopamine, ce qu'on appelle des antagonistes de la dopamine. Eh bien, on observe aussi chez les patients donc, qui sont traités par des neuroleptiques une diminution du désir sexuel. Toujours dans le système excitateur, on a également la noradrénaline. Alors la noradrénaline, bien, comme son nom l'indique, c'est une molécule très proche de l'adrénaline dont je vous parlais tout à l'heure, mais qu'on va trouver donc elle plus au niveau cérébral, et elle va avoir une grande variété de mécanismes d'excitation, mais qui vont aller justement dans le sens d'une excitation cérébrale un petit peu généralisée. Et lorsque l'on a de l'hypertension, on va avoir comme mode d'action de venir jouer justement sur ces niveaux d'adrénaline, en particulier par ce qu'on appelle les bêta-bloquants, par exemple, les anti-hypertenseurs. Et il a pu être montré que la clonidine, qui est une molécule donc anti-hypertenseur, eh bien, inhiber l'éjaculation d'une part et également la réponse vaginale, donc la lubrification vaginale d'autre part. Dans l'autre côté de la balance, au niveau des inhibiteurs, eh bien, on a les opioïdes. Les opioïdes, ça va être des molécules naturelles que notre organisme synthétise et qui vont avoir comme action le phénomène de gratification. Donc, ce phénomène hédonique qui est ressenti au moment du plaisir. Et ces opioïdes,
Ils sont libérés chez l'homme pendant l'orgasme, également chez là ça a été montré chez les rats mâles au cours de l'éjaculation et chez les femelles pendant les phases de copulation. Je vous parlais d'endocannabinoïdes tout à l'heure. Alors les endocannabinoïdes, eh bien, ce sont des molécules également donc endogènes que notre cerveau en particulier fabrique et qui sont des molécules qui ont les mêmes structures que la substance active du cannabis, qui est le THC. Et c'est d'ailleurs sur ces récepteurs aux cannabinoïdes que donc le THC via le cannabis vient agir. Et ces endocannabinoïdes, lorsqu'ils vont être libérés, sécrétés dans le cerveau, ils vont entraîner un état de sédation, un état également de anxiolytique. Et ça va être des molécules qui vont être particulièrement importantes, par exemple, pour venir diminuer les effets du stress. Et donc, ils vont être globalement impliqués dans la sédation post-orgasme. Et puis, la sérotonine que vous connaissez peut-être comme un neurotransmetteur, une molécule qui va être importante dans tout ce qui va être humeur. C'est cette molécule, par exemple, qui est donc les neurones à sérotonine qui sont dérégulés dans les maladies telles que la dépression. Et cette substance va être, elle, le fruit va permettre un état de satiété, de détente, d'épanouissement. Et là aussi, elle va avoir une action sur le neurotransmetteur dont on a parlé juste avant, qui est d'inhiber donc la libération de dopamine. Donc, nous avons, selon les cas, ces différentes molécules chimiques qui vont venir donc régler cette balance-là à double contrôle. Ces différentes molécules excitatrices, la dopamine, la noradrénaline, eh bien, elles sont activées par les hormones sexuelles en particulier, je vous le disais tout à l'heure, et ça va être dans l'espoir de cette gratification sexuelle. On en reparlera tout à l'heure, ce côté hédonique, ce côté donc récompense qui est donc enregistré au niveau cérébral. Alors que lorsque ce système excitateur donc est allumé, eh bien, lorsqu'un certain seuil de gratification est obtenu, le système inhibiteur donc se met en route avec cette fois un effet de sédation et de satiété. Ce système inhibiteur, donc, il a été mesuré être plus puissant que le système d'excitation sexuelle. C'est lui qui, donc, quand les deux systèmes, je dirais, sont en activité, eh bien c'est lui qui a le dessus. Et cette balance, comme ça, nécessite que ce système inhibiteur revienne à son état d'équilibre pour que l'excitation, pour que le système d'excitation puisse à nouveau jouer son rôle. Et lorsque ce système inhibiteur est suractivé, eh bien, ça peut être la cause de certaines dysfonctions sexuelles, telles que les troubles du désir, de l'excitation, de l'orgasme. Et un certain nombre donc de chercheurs et de médecins considèrent que des traitements actuellement pour traiter, je dirais, les troubles de la libido ou de l'érection, on vient jouer sur le système excitateur. Or, certainement que des pistes plus prometteuses existent en venant traiter pour diminuer les effets inhibiteurs plutôt que venir donc stimuler ces différents systèmes activateurs. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons un certain nombre de techniques qui permettent donc de venir localiser très précisément les zones cérébrales qui vont être activées dans différentes situations. Et lorsque l'on vient observer
l'activité cérébrale, donc par imagerie fonctionnelle, on observe différentes zones ici dont je vous ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Et ce qui est important, c'est de savoir que ce sont les zones cérébrales justement qui contiennent les neurones à dopamine, les neurones à sérotonine, les neurones à noradrénaline qui vont donc venir être activés et être présents au niveau de ces circuits. Donc, on a comme ça tout un nombre de données expérimentales qui nous ont permis de définir donc les différents centres nerveux impliqués dans ces comportements sexuels. Et on retrouve donc des zones dont on a déjà parlé tout à l'heure, le cortex préfrontal par exemple, l'hypothalamus également, mais viennent rentrer en jeu aussi d'autres zones ici, d'autres structures telles que l'aire tegmentale ventrale, tel que le noyau accumbens, et je vais vous expliquer un petit peu leur lien dans ces différents aspects. Alors pour ça, il faut venir parler d'un circuit qui est le circuit du plaisir ou le circuit de la récompense. Donc vous voyez ici sur cette illustration les différentes structures ici dont je viens de vous parler, le noyau accumbens, l'aire tegmentale ventrale. Et ce qui se passe, c'est la chose suivante. Donc si on essaye de simplifier un petit peu les choses, quand on va avoir un stimulus donné, donc ça va être manger, ça va être voir des amis, ça va être écouter une musique qui nous plaît, eh bien, il y a ces neurones ici de l'aire tegmentale ventrale qui vont venir être activés. Ces neurones sont des neurones dopaminergiques et ils viennent projeter donc leur long prolongement, leur axone, au niveau de cette zone qui est le noyau accumbens. Or, ce noyau accumbens va être très très riche en récepteurs à la dopamine. Donc, on a une activation grâce à la stimulation ici de l'aire tegmentale ventrale. On a ici libération de dopamine et donc activation des récepteurs dopaminergiques. Et c'est ça qui va venir donc délivrer au niveau donc du cortex préfrontal ces sensations de plaisir, cette gratification. Alors c'est un système très très ancien que l'on partage avec de nombreux mammifères et qui va permettre justement cet événement ayant été gratifiant, ayant été source de plaisir, qui va nous inciter à venir reproduire ce comportement. Et pour ça, eh bien, une autre structure est importante, ça va être donc l'hippocampe, dont je vous parlais tout à l'heure, qui va permettre de mémoriser ce phénomène. Cette action donnée, ce comportement, cette activité, eh bien, a généré du plaisir et je me souviens, j'encode ce souvenir pour donc ensuite pouvoir avoir cette aptitude à venir reproduire cette activité. Alors vous avez ici, si on vient zoomer vraiment tout au bout d'un neurone, alors les neurones, nous en avons 100 000 milliards dans notre cerveau et ils ne peuvent donc être actifs que lorsqu'ils communiquent entre eux. Il n'est pas question de voir ça comme des choses individuelles et les uns par rapport aux autres, ça va être donc une communication entre ces différents neurones qui va permettre donc tous ces processus. Et vous avez ici un des neurones à dopamine dont je vous parlais tout à l'heure, et au niveau de ce qu'on appelle la synapse, donc c'est un contact très très étroit entre ici deux neurones, eh bien il va y avoir la libération de cette dopamine et en face existent des récepteurs. Vous avez donc ici un équipement moléculaire qui permet de recevoir le message dopaminergique. Ce récepteur, une fois activé, va permettre donc de transmettre l'information aux autres neurones. Et bien sûr, il va y avoir ensuite un système qui
vient éteindre un petit peu tout ça, et ça va se passer grâce à la recapture. Donc ces molécules libérées ici au niveau de la fente synaptique, cette dopamine va être recapturée par le neurone de départ pour venir de ce fait arrêter le signal. Alors si on reprend un petit peu tout ce que je viens de vous dire, eh bien cette chimie donc du désir, du plaisir et ici donc de l'orgasme, eh bien ça va être cette dopamine particulièrement importante dans tout ce qui va être motivation, dans tout ce qui va être désir, cette noradrénaline aussi dont on a parlé tout à l'heure, et puis ces hormones sexuelles, donc œstrogène, testostérone et progestérone, qui vont venir ici commander tout cela. Alors il y a d'autres molécules qui viennent donc avoir un rétrocontrôle en particulier négatif ici, et vous découvrez par exemple la prolactine. Alors la prolactine, ça va être une hormone qui est donc présente dans notre organisme de façon basale, mais qui va être particulièrement activée au moment donc de l'allaitement, puisque c'est elle qui va permettre donc la production du lait lors de la lactation. Eh bien, cette prolactine, elle va avoir un effet inhibiteur, donc elle va venir un peu éteindre l'excitation directement, mais aussi en venant donc inhiber les neurones dopaminergiques. Alors chez la femme, ça va être au moment de l'accouchement, donc après l'accouchement et au moment de l'allaitement. Et ce qui a été remarqué, eh bien, c'est que chez l'homme qui vient d'être père, eh bien, lui aussi, alors que la fonction physiologique n'est pas vraiment définie, eh bien, il avait donc des taux de prolactine plus élevés juste après l'accouchement donc de sa compagne et à la naissance de son enfant. Donc on a comme ça des processus de médiateurs chimiques qui sont, tout en ayant des rôles quelquefois un petit peu différents, mais que l'on retrouve activés des processus identiques chez l'homme et chez la femme. De même, le désir féminin, je vous ai dit tout à l'heure, les hormones sexuelles féminines sont les œstrogènes et la progestérone, et on connaît leur implication donc dans le cycle menstruel. Néanmoins, chez la femme aussi, on trouve une libération, une sécrétion de testostérone, et le désir sexuel féminin, eh bien, repose également sur des augmentations de testostérone chez la femme. Alors, juste pour un petit peu l'illustration de tout ça, eh bien, nous avons ici une vidéo du cerveau, de l'activité cérébrale qui a pu être enregistrée donc chez une femme pendant l'orgasme. Alors, c'est une Américaine qui s'est prêtée à l'expérience, qui s'est portée volontaire et qui a dû apprendre pendant 15 jours eh bien, comment être capable de se stimuler personnellement sans bouger la tête, et tout en ayant donc cette machine avec ce gros aimant qui fait un bruit énorme dans les oreilles. Et voilà, alors j'espère que le film va pouvoir se lancer, non? Alors, comment je fais? Il faut peut-être... Ça doit être ça. Donc, c'est de l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire l'activité cérébrale visualisée ici par les différentes couleurs.
Donc c'est ce que les chercheurs, alors d'un point de vue scientifique, on n'y a pas appris grand-chose, sauf que c'était un réel feu d'artifice cérébral, et que donc les petites zones dont je vous parle depuis tout à l'heure, eh bien ça va bien au-delà par rapport à ensuite l'activité générale du cerveau. Alors, je vous parlais de désir, d'actes sexuels, etc. Et la question se pose, est-ce que justement ces différents systèmes cérébraux, ces différents également neuromédiateurs, sont identiques ou sont différents lorsqu'il s'agit de désir ou lorsqu'il s'agit d'amour. Donc, des expériences ont été réalisées de nouveau en IRM fonctionnel pour venir différencier ces deux phénomènes. Et vous avez en bleu ici les régions cérébrales qui sont activées lors du désir sexuel, et en rouge les régions cérébrales activées, elles, lors de situations amoureuses. Donc on retrouve dans les deux cas des structures cérébrales dont je vous ai parlé, l'hypothalamus, l'aire tegmentale ventrale du circuit de la récompense, l'hippocampe, l'amygdale. Donc il y a des zones qui vont être identiques et certaines en même temps qui vont être spécifiques plus à l'un ou à l'autre. Au niveau en particulier de l'insula, qui est cette zone cérébrale, là aussi impliquée dans les émotions, mais ce qu'on va appeler plus les émotions subjectives, les émotions qui ont été raisonnées, eh bien, elle va être plus activée par les sentiments amoureux, alors qu'une autre partie de cette insula, plus par le désir sexuel. Le désir sexuel, de façon un petit peu auquel on pouvait s'attendre, va activer plus les régions qui sont en rapport avec le corps, ce qu'on appelle le cortex somatosensoriel, donc ces parties du cerveau qui vont être en lien avec notre système sensoriel et notre système moteur, alors que ça va être plus, pour l'amour, les régions dopaminergiques impliquées dans la motivation, dans la récompense et la formation des habitudes. Alors on observe assez peu de différences lorsque l'on vient regarder tout ça chez l'homme ou chez la femme, mais néanmoins, ce qui a pu être mis en évidence, c'est que les stimulations sexuelles visuelles allaient être, chez l'homme, provoquer une activation neuronale plus importante et plus rapide, en particulier au niveau de l'hypothalamus et de l'amygdale. Et chez la femme, ce qui allait avoir le pouvoir d'activation maximum allait être les stimulations sensorielles, et avec une activation plus au niveau du cortex fronto-pariétal. Donc les hommes vont plus avoir une tendance à identifier visuellement des opportunités sexuelles, alors que les femmes on va observer dans ces analyses cérébrales qu'elles utilisent plus des représentations mentales du partenaire lors de ces stimulations sexuelles. Alors je vous parlais tout à l'heure d'ocytocine en vous disant on va en reparler plus tard. L'ocytocine, bien là aussi, ainsi que sa petite sœur, donc la vasopressine, ce sont deux molécules de structure très très proches, dont les neurones sont localisés au niveau de l'hypothalamus et qui viennent gouverner, donc viennent projeter ici au niveau de l'hypophyse, qui va donc être une glande importante ici dans le cas de l'ocytocine et de la vasopressine. Pour la vasopressine, donc venir réguler tout ce qui va être équilibre hydrique. C'est une molécule antidiurétique qui permet donc la réabsorption de l'eau au niveau des reins. Et l'ocytocine, elle va être impliquée lors de l'accouchement dans les contractions utérines, et également après donc cet accouchement, ça va être des pics énormes d'ocytocine qui vont permettre donc l'excrétion du lait.
au moment de l'allaitement. Or, ce qu'on a montré beaucoup plus tardivement, eh bien, c'est que ces neurones hypothalamiques, là, à ocytocine ou à vasopressine, projetés vers d'autres zones cérébrales. Ils ne se contentaient pas de venir ici innerver l'hypophyse, mais avaient donc des projections dans d'autres zones du cerveau, et en particulier au niveau du système limbique, donc impliqué dans les comportements et les émotions. Donc, quand on vient résumer un petit peu, les recherches sont très, très nombreuses sur ces deux neurohormones. Et je vous disais, donc, l'ocytocine a un rôle au moment de la reproduction, dans l'accouchement et l'allaitement. Elle va avoir aussi un rôle très important dans l'attachement mère-enfant, dans le comportement maternel. Il y a un petit peu moins de données dans le comportement paternel, mais néanmoins, il y a aussi des évidences sur son implication. Elle va avoir un effet anti-anxiété, anti-dépression. Et également dans le lien social, puisque c'est une molécule qui a bien été montrée, donc importante dans tout ce qui va être phénomène de sociabilisation, dans la confiance que l'on vient porter en l'autre, dans des qualités telles que l'altruisme. Et puis aussi, eh bien, dans l'attachement amoureux. Et cette molécule, je vous ai dit tout à l'heure, elle est impliquée dans le plaisir, dans l'érection, dans l'orgasme, mais aussi dans la fidélité et dans la formation du couple. Alors, comment peut-on évaluer l'implication d'une hormone dans la fidélité ou dans la formation du couple? Eh bien, là encore, grâce à des petits animaux de laboratoire, qui s'appellent les campagnols de prairie. Les campagnols des prairies, ce sont des petits rongeurs qui ont la particularité de former un couple une fois qu'ils se sont trouvés, je dirais, et après la première portée, après le premier accouplement, eh bien, ils restent ensemble pour la vie, et aussi bien la femelle que le mâle s'occupent des petits. Alors, chez ces campagnols, ici, ce qu'on peut voir justement, c'est que lorsque l'on présente, j'ai perdu ma flèche. Lorsque l'on présente un individu, donc vous avez ici le temps de contact qui est mesuré entre ces deux petites bêtes lorsque l'on les fait cohabiter. Alors, il faut savoir que les petits rongeurs, bien, ils vont avoir tendance à aller explorer tous les animaux qu'on va leur présenter de façon normalement égale. Ici, lorsque ces deux individus ne se connaissent pas ou lorsqu'ils ont été présentés mais qu'il n'y a jamais eu encore de comportement de monte et de copulation, eh bien, ils viennent, que ce soit un individu déjà connu ou un individu étranger, ils viennent explorer donc avec dans le même temps dans les deux conditions. Après donc la formation du couple, eh bien, il y a un désintérêt total pour l'individu étranger qu'on lui présente et le petit campagnol reste avec sa compagne et uniquement avec sa compagne. Je vous le disais tout à l'heure, ils vont s'occuper autant la femelle que le mâle de la gestion des petits et du temps passé au nid. Et une fois le couple formé, eh bien, on va même observer des comportements agressifs envers des étrangers qui leur seraient présentés, puisque ici, c'est les taux le nombre d'agressions que l'on peut observer, soit face à un étranger quand il n'y a pas encore eu de formation du couple, donc c'est des animaux ici naïfs. Là, quand ensuite le couple s'est formé, eh bien, il n'y a aucune agression envers le partenaire, alors qu'ils vont développer un tempérament agressif envers donc, les individus étrangers. Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait, quand on venait... donc, il y a une autre espèce qui est très voisine de ces campagnols des prairies, qui s'appellent les campagnols des montagnes, qui ont eux un habitat naturel
beaucoup plus rudes et qui n'ont pas du tout les mêmes comportements. Ils vont avoir des comportements de rongeurs plus typiques, c'est-à-dire qu'ils vont aller explorer et puis se reproduire et courir donc dans leur environnement sans s'attacher particulièrement à aucun de leurs partenaires. Quand on vient chez ces petits animaux, là, ces campagnols des montagnes, eh bien, jouer sur justement les récepteurs à l'ocytocine ou à la vasopressine, eh bien, on regarde un petit peu ce que ça peut donner en termes de comportement. Alors, chez la femelle, eh bien, on voit... Ah, je me suis trompée, excusez-moi. D'abord, l'expérience a été réalisée chez les campagnols des prairies, donc avec ce comportement de fidèles, de couples formés avec une fidélité des deux donc individus et puis un soin aux petits, donc autant pour le mâle que pour la femelle. Donc c'est ici ce qu'on observe, eh bien, c'est que lorsque l'on vient supprimer ces récepteurs à l'ocytocine chez la femelle, ce comportement va disparaître. Chez le mâle, ce n'est pas l'ocytocine qui va avoir cet effet. Lorsque l'on vient supprimer les récepteurs à l'ocytocine chez le mâle, on n'engendre pas de comportement différent. Par contre, quand on vient détruire, donc supprimer, inactiver les récepteurs à la vasopressine, et bien de la même façon, cette tendance à rester en couple, cette tendance à s'occuper des petits disparaît. Donc on a vraiment une action de ces deux hormones, de même que l'équipement naturel, je dirais, en récepteur à l'ocytocine ou en récepteur à la vasopressine, eh bien, est beaucoup plus important chez les campagnols des prairies comparé à leurs petits cousins, donc les campagnols des montagnes. Alors, s'est posé la question, est-ce que l'ocytocine pouvait également avoir un rôle donc à jouer chez l'humain? Et pour ça, donc, on est venu mesurer chez des couples, donc, enfin, chez des individus, pardon, qui étaient soit célibataires, soit amoureux donc depuis un mois, donc un amour très récent, soit donc qui étaient en relation depuis 6 mois, les niveaux d'ocytocine. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est que ici, donc, vous avez dans les barres noires les hommes, les barres blanches les femelles. Eh bien, on observe une concentration d'ocytocine sanguine plus élevée chez les individus qui sont en couple que chez les individus célibataires. Alors, il y a d'autres résultats qui ont pu être obtenus par ces chercheurs, qui n'étaient pas du tout prévus au départ dans l'étude. C'est en fait qu'au bout de 6 mois, quand ils sont venus récupérer un peu et que les différents sujets sont revenus au laboratoire, eh bien, certains étaient toujours en couple et d'autres avaient rompu et s'étaient séparés. Et quand on vient voir donc ce que ça peut donner, eh bien, on observe que chez les individus qui sont en couple, donc qui sont toujours dans leur relation amoureuse, l'ocytocine est restée élevée, alors que les individus donc, qui se sont séparés ont une concentration d'ocytocine plus basse. Donc ça montre vraiment cet impact, cette importance de ces deux neurohormones dans ces phénomènes. Et par contre, donc, lorsque ces découvertes sont sorties dans la presse et dans les médias, certains donc, sites internet ont fleuri où des parfums à l'ocytocine étaient vendus, des crèmes pour le corps, et alors le message était assez étonnant parce que c'était donc le bandeau publicitaire était Madame, achetez cette crème pour le corps, votre mari restera fidèle à vie, et c'était Monsieur, achetez ce parfum à l'ocytocine et toutes les femmes, aucune des femmes ne pourra vous résister. Donc évidemment c'est bien sûr des bêtises. Par contre, il y a de réelles recherches qui s'effectuent actuellement et qui sont très prometteuses sur le spray nasal et les pchites. Donc, l'inhalation nasale d'ocytocine est utilisée dans des recherches en particulier
chez les patients autistes et montre des vraies capacités à venir aider aux interactions sociales et aider dans des déficits tels que la capacité d'interagir avec les autres. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, je crois qu'il y a un micro qui va passer. Nathalie, tu vas avoir ce rôle. Donc, je vais vous faire passer le micro. S'il y en a qui ont des questions, il faut que vous posiez bien la question dans le micro pour que Olivier puisse l'enregistrer. Une petite question? Ah, allez, c'est parti. Merci, madame. Vous avez présenté quelque chose de très impressionnant. On n'a pas l'impression de savoir tout ça naturellement. Mais la question que je me pose, c'est combien a-t-il fallu de temps pour établir tout ce corpus de connaissances? Ça doit être des dizaines d'années. Ah oui, oui, c'est une très bonne question. Oui, c'est des dizaines et des dizaines d'années. Alors, comme je vous le disais, c'est un domaine qui intéresse les neuroscientifiques depuis pas mal de temps, en particulier sur tout ce qui est comportement reproducteur. Après, c'est les parallèles qui sont possibles maintenant chez l'homme ne l'étaient pas il y a encore une cinquantaine d'années. Donc, c'est quand on suit le nombre de publications scientifiques, bon, il y a quand même, il y a, je dirais, oui, une petite centaine d'années où commencent les premières publications sur le comportement, donc en particulier le comportement reproducteur. Et puis, vous avez donc une exponentielle par rapport à ces 10-20 dernières années, de par justement la capacité déjà de s'appuyer sur une accumulation de connaissances et puis également de pouvoir venir investiguer des choses de plus en plus fines et précises sur la question. S'il vous plaît, encore une question. Combien de personnes, à votre connaissance, travaillent sur ce genre de sujet ? Alors, j'ai été sollicitée par Planète Plus, par des journalistes scientifiques qui ont fait des très beaux reportages. D'ailleurs, je vous les conseille qui sont passés sur Planète Plus et qui, je crois, sont disponibles sur MyCanal, qui voulaient justement faire un reportage sur le cerveau amoureux et les différentes expériences, recherches qui pouvaient être montrées. Et donc, j'ai eu du mal. Il y a une équipe en France qui est à Strasbourg, et encore, je ne sais pas si elle existe encore complètement parce que le directeur est parti récemment à la retraite. Et sinon, ça va être... Bon, la recherche, c'est un peu ça, de façon générale, c'est très international, mais c'est un nombre de laboratoires relativement restreint. Je dirais une dizaine, peut-être un peu à travers le monde, quoi. Il y a les Américains. Après, c'est un petit peu dispersé en Europe, aux États-Unis. Et vous avez dans ce reportage, donc, qui s'appelle... alors, j'ai plus... C'est dans la tête... non... Graines de génie et le cerveau amoureux. Je ne sais plus exactement le titre, mais je le mettrai, si vous le souhaitez, sur le site de l'association, et qui est vraiment allé au cœur des laboratoires. Donc les petits campagnols dont je vous parlais tout à l'heure, vous les voyez, vous voyez les expériences faites avec ces petits animaux et sur quels tests comportementaux on se base pour ensuite tirer toutes ces conclusions. Merci. Une dernière question. Vous n'avez jamais cité le nom de Freud. Est-ce qu'il a quelque chose à voir de scientifique avec tout ce qu'il raconte, ou est-ce que c'est tout à fait indépendant ? Alors, en tout cas, c'est pas dans mon champ de compétences. Donc, c'est vrai que Freud a été surtout majeur dans tout. Quand je parle de désir sexuel, il a popularisé, lui, ça sous forme de libido.
Après, ça fait appel, c'est vrai, à des aspects, à des concepts qui ne sont pas, qui également ont à voir avec ces sujets, mais qui font appel à d'autres disciplines. Merci. Merci à vous. Ah bah évidemment, c'est toujours comme ça. Ah. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais voulu savoir si ces phénomènes biologiques se manifestent dans d'autres situations, autres que la relation amoureuse. Est-ce qu'on peut la retrouver en fait dans des situations de vie autres en fait que la relation amoureuse? Alors, j'en ai décrit pas mal. Donc, dans tous les cas, oui, ce ne sont pas des phénomènes biologiques ou des réseaux neuronaux qui sont dédiés à cela. Donc, oui, ça va être dans beaucoup d'autres situations que l'on va pouvoir retrouver, par exemple, l'activation du circuit de la récompense, les neurones dopaminergiques qui sont majeurs dans le plaisir, dans cette gratification, mais aussi dans la motivation. Eh bien, ça va gouverner beaucoup de nos comportements, et en particulier, c'est ce système qui va être dérégulé dans tout ce qui va être addiction, puisque c'est un système particulièrement donc activé par les différentes drogues telles que la cocaïne, l'héroïne, etc. Quand je vous parlais tout à l'heure d'opioïdes et de récepteurs opioïdes, là aussi, il faut savoir que n'importe quelle molécule qui a une action sur nos comportements, c'est qu'elle a de façon endogène les récepteurs pour ces substances. Donc les récepteurs aux opioïdes, par exemple, c'est les récepteurs qui vont permettre l'action de l'opium, de l'héroïne, etc. Et on a ces molécules qu'on est capable de fabriquer, en tout cas de substances chimiques très proches. Et ce système est dérégulé et s'emballe dans ces phénomènes d'addiction. Après l'ocytocine, je vous disais, que ça va avoir vraiment tout un champ d'action très, très varié. Donc oui, dans tous les cas, ces différents systèmes-là vont être retrouvés dans pas mal de choses. Ce qui fait la différence, c'est un petit peu leur interrelation. Et puis, donc la localisation de où tout ça se passe, mais très très fine. C'est-à-dire, par exemple, quand je vous parle d'hypothalamus ou quand je vous parle de noyau accumbens, c'est bien, il faut savoir que ces structures qui quand même sont déjà très réduites, telles que vous l'avez pu le voir, eh bien, elles sont encore beaucoup plus finement spécialisées dans telle ou telle chose. Et ensuite, une même structure, des mêmes neurones, selon quelle partie du cerveau ils vont venir connecter, selon quel environnement ils vont avoir, là aussi, vont être impliqués dans des choses différentes. Donc, je ne sais pas si vous aviez quelque chose de précis en tête, mais dans tous les cas, c'est des acteurs là qu'on retrouve dans pas mal de choses. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Donc, moi, ma question, c'était... Vous avez pas mal parlé du cortex préfrontal, frontal. Ouais. Et je me demandais quel est l'impact de la conscience dans le phénomène amoureux et est-ce que le sens a une importance, le sens, oui, j'imagine, le sens du couple, de l'histoire du couple, etc. Oui, alors c'est la conscience, c'est quelque chose en biologie, là aussi, que peut-être on ne définit pas tout à fait de la même façon. La conscience ou la non-conscience, ça va être l'éveil, ça va être la capacité, donc, et non pas le fait de rationaliser ou de réfléchir. Peut-être que vous, c'est plus le cœur de votre question, c'est ça, c'est-à-dire est-ce que l'analyse va me permettre va en tout cas être impliqué dans cet amour ou dans les choses que je ressens ou que je cherche à construire avec mon ou ma partenaire. Oui, en fait, il va y avoir donc justement des choses tout à fait conscientes où
donc des analyses ou une rationalité ou une volonté, etc., va pouvoir agir. Mais ce qu'on montre, c'est que toutes ces choses-là où on a l'impression que c'est des choix personnels, eh bien, c'est aussi un petit peu encodé dans notre cerveau par ce fameux hippocampe dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire ce qui va être capable de nous attirer d'abord vers un individu, puis ensuite nous attirer à construire, à développer, eh bien, va faire appel à un certain nombre de circuits, je dirais déjà un petit peu pré-imprimés pour nous, qui vont tendre à nous faire aller dans un sens plutôt que dans un autre. Et donc les expériences de vie, en particulier donc et l'environnement dans lequel on baigne dans la petite enfance et en périnatal, on voit aussi d'ailleurs qu'en prénatal ça peut venir affecter un certain nombre de comportements ensuite à la vie adulte. On montrait ça très bien chez les rats, où selon les choses qui peut être vécues en prénatal, eh bien on retrouve ensuite une incidence sur le comportement de ces rats, en particulier la sociabilité de ces rats à l'âge adulte. Et donc tout ça a quand même quelque chose un substrat neurobiologique présent. Ensuite, eh bien, quand cette analyse, enfin, c'est pas toute la biologie ne gouverne pas tout, bien sûr, mais néanmoins, il faut savoir qu'il y a ces choses qui peuvent nous paraître tout à fait rationnelles, réfléchies, etc., et qui sont préimprimées dans notre cerveau, dans nos circuits cérébraux, et qui interviennent. Et vous avez beaucoup parlé des relations hétérosexuelles. Mais est-ce que ça fonctionne pareil dans les relations homosexuelles ou c'est différent? Alors, il y a peu de recherches qui sont menées. Il y en a, c'est quelque chose qui, là aussi, commence à émerger. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement identiques. Ce qui a pu être montré, là aussi, quand on veut un petit peu séparer la biologie des autres types de choses qui peuvent venir intervenir, mais on se sert toujours des animaux, des petits animaux de laboratoire, parce que là, on est sûr de ne pas avoir d'impact interpersonnel, sociétal, etc. Et les hormones montrent que quand on vient, par exemple, injecter de la testostérone à des femelles, en particulier, là aussi en périnatal, eh bien, on observe un comportement mâle dans justement le comportement de monte, le comportement donc de domination, etc. Et quand au contraire chez des mâles on vient donc empêcher la formation de testostérone et que l'on vient les imprégner d'œstrogène, eh bien ils vont avoir des comportements sexuels type de femelle, quoi. Donc les hormones jouent dans ce type de comportement un rôle, et en particulier en périnatal. C'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas si on vient faire ça à l'âge adulte. Ces modifications-là, quand on les réalise juste en postnatal, quoi, après la naissance, vont engendrer ces choses. Mais sinon, après, dans tout ce qui est analyse d'activité cérébrale, de fonctionnement, c'est des choses que l'on retrouve pour l'instant complètement à l'identique. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer comment interagissent l'alcool, le tabac et le café avec ces molécules et ces hormones ? Alors, l'alcool, déjà, va être là aussi, ça rejoint un petit peu la question de Madame tout à l'heure, c'est-à-dire que les mêmes acteurs moléculaires vont être impliqués. L'alcool vient typiquement se fixer sur un récepteur que je n'ai pas décrit ici, mais qui vient se fixer sur un récepteur d'un neurotransmetteur inhibiteur qui est le GABA, et donc va avoir tendance à éteindre un petit peu, quand je vous disais tout à l'heure mes deux balances là, une excitatrice et une inhibitrice, eh bien il va y avoir un frein. L'alcool va avoir un frein sur le côté excitateur.
Pour le tabac au niveau cérébral, c'est pas tant. Il va y avoir une action de la nicotine, certes, sur là aussi des récepteurs aux neurotransmetteurs qui sont les récepteurs à l'acétylcholine. Mais il n'y aura pas de sortie comportementale, je dirais, majeure. Les dégâts, je dirais, du tabac sont plus au niveau de l'organisme, du reste de l'organisme, qu'au niveau cérébral. Et pour le café, mais là aussi, la caféine est une molécule qui vient agir sur un système excitateur qui, là, est peu impliqué dans tous les phénomènes que je viens de décrire, quoi. C'est clairement dans les 3 substances que vous venez de nommer, l'alcool qui, lui, impacte donc le système en particulier dopaminergique dont je parlais tout à l'heure et ce système excitateur avec noradrénaline, dopaminergine et ocytocine qui vont être freinés par l'alcool. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question sur la formation, donc l'emplacement de ces glandes. Donc chez tous les animaux, tous les êtres, ils sont tous comme ça au milieu du cerveau pour la protection ou... Vous voulez dire pourquoi il se trouve au milieu du cerveau Oui. et pas à la surface? Oui. Non, c'est plus une question d'évolution, c'est-à-dire que il faut voir ça comme d'un point de vue évolution. D'abord, ce cerveau primitif, puis je dirais c'est venu un peu comme l'écorce d'un arbre, quoi. C'est venu faire différentes couches chez ce cortex préfrontal qui donc est le plus développé chez l'homme. C'est parce que ça a été le dernier donc dans l'évolution à émerger, quoi. Donc ils sont au contraire plutôt enfuis parce que relativement communs à de nombreuses espèces et en particulier chez tous les mammifères, on trouve un circuit de la récompense, on trouve le système limbique, alors qu'on ne va pas trouver du tout un cortex identique, loin de là. D'accord. Enfin, question protection, ça marche quand même, quoi. Oui, mais alors si c'est le cortex ce qui nous protège le plus, c'est une botte crânienne qui est liquide céphalorachidien qui parce que bon, c'est de protection, je dirais pas que c'est la fonction première, quoi. D'accord. Je voulais vous poser une question sur les campagnols. Donc, est-ce que c'est génétique sur les montagnards ou ceux de la prairie? Si on inverse leur domicile, est-ce que... Non, si on inverse leur domicile, ils se mettent pas à avoir le... Non, si on les met dans le... Non, alors génétique, c'est toujours compliqué, hein. La question, est-ce que c'est génétique? Ça n'a plus vraiment de sens au XXIe siècle parce que on sait maintenant que l'épigénétisme, c'est-à-dire justement la capacité de tout ce qui va être environnement, aussi bien vraiment un environnement très restreint au niveau de l'ADN, au niveau de la cellule ou au niveau de l'organisme et de l'individu, va agir sur la façon dont les gènes s'expriment ou pas. Donc, c'est pas inscrit dans leur ADN, mais par contre, dans la façon dont s'exprime cet ADN et ce qu'il va pouvoir former, etc., c'est quelque chose qui est différent, en particulier en équipement récepteur à l'ocytocine, puisque les campagnols des prairies en sont largement pourvus, alors que les campagnols des montagnes, eux, ont des récepteurs à l'ocytocine en beaucoup moins grand nombre. Donc, et dans ces systèmes-là, dans ces lieux importants qu'est le système limbique, dans ces zones importantes. D'accord. Et une dernière... Alors, je voulais vous remercier de savoir que j'ai pu créer de la prolactine aussi. Et donc, j'aurais bien voulu que la nature aussi me donne des seins. J'aurais pu allaiter mes enfants, ça aurait été sympa. Non, mais c'est quelque chose... C'est quelque chose qui, d'un point de vue donc de la fonction, est importante parce que là aussi, puisque ça va avoir tendance à diminuer le désir sexuel chez l'homme, ça va avoir tendance à diminuer la capacité de partir, je dirais, du nid et donc de aider ou prendre soin de la progéniture pour permettre donc d'élever et le faire grandir dans les meilleures conditions. Merci.
Alors, moi j'avais une question, c'était entre le désir et le côté affectif en fait. Je voulais savoir si les systèmes qui participent au désir en fait ont une part d'initiation en fait aux systèmes qui induisent l'attachement, ou alors qui c'est plus environnemental, plus des facteurs environnementaux. Alors, c'est une très bonne question parce qu'en effet, je vous ai dit, il y a 3 systèmes un peu, hein, tels que Hélène Fischer les a décrits. Donc, le système du désir, de l'amour romantique et de l'attachement. Les 3 sont et dépendants et indépendants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessité d'avoir une activation du système du désir pour tomber en amour ou pour être attaché à un individu. Par contre, il y a quand même le fait que eh bien, cette chimie, on la retrouve dans les 3 systèmes. Et par exemple, quand on reprend l'ocytocine, eh bien, ce que je vous ai pas dit, c'est que l'ocytocine, donc les câlins, je dirais la tendresse, le côté tactile, va avoir comme effet d'augmenter les niveaux d'ocytocine. Or, cette ocytocine, elle est également importante dans le désir. Elle est également importante dans l'attachement. Donc, tout ça, en fait, peut être lié. Il peut y avoir un cercle vertueux de ces différents systèmes. Après, c'est pas parce que donc il n'y a pas de soit désir sexuel, soit rapport sexuel que les autres systèmes ne peuvent pas être activés, ne s'activent pas de la même façon. Mais en tout cas, vraiment le côté affectif, puisque c'était un petit peu ce que vous disiez, le côté affectif, donc tendresse et attention à l'autre, aide à développer ces phénomènes ensuite d'attachement. Mais je voulais savoir, parce que l'homme par rapport à l'animal, je sais pas, il y a peut-être plus de facteurs personnels ou de maîtrise ou d'intérêt personnel, plus que la copulation ou l'accouplement. C'est pour ça que je me disais, est-ce qu'on peut vraiment être que sur être unipolaire, c'est-à-dire rester que sur de l'affectif, ou rester que sur un système dans le désir plutôt que l'affectif? Alors, il ne va pas y avoir, quand il y a désir, obligatoirement ensuite naissance d'un amour ou d'une relation romantique. Donc ça peut rester uniquement au niveau du désir. Là, ce qui est par contre notable, c'est que il va y avoir donc ce développement, et on voit bien aussi dans toutes ces analyses, j'ai un petit peu catégorisé les choses quelquefois, mais il y a un certain continuum, et ce qui est souvent observé, c'est ce désir ou cet amour-passion qui ensuite va un certain nombre de fois donc évoluer vers ce qu'on va appeler justement l'amour romantique, et ensuite ou parallèlement l'attachement. Et donc ça peut être, encore une fois, ça peut être dissocié, mais en tout cas c'est quelque chose qui va biologiquement, qui va permettre je dirais, mettre de l'huile dans les circuits, et donc aider au développement d'une relation harmonieuse, puis d'une relation de couple, je dirais, pérenne, quoi. Enfin, en tout cas, pérenne n'est pas le mot, mais en tout cas dans une relation avec un attachement fort à cet amour. Bonsoir et merci. Bonsoir. Merci pour tout ce que vous nous avez expliqué. Avec plaisir. Moi, mon problème, c'était depuis tout à l'heure, je pense, tous les patients qui sont un petit peu déficients du point de vue de l'affect en psychiatrie, les mélancoliques, les dépressifs très profonds, l'autisme encore qu'il y a des degrés, la schizophrénie, tout ça. Est-ce qu'on a quelquefois testé du point de vue hormonal leur déficit, et est-ce qu'il y a une similitude de manque chez tous ces patients-là?
Alors, c'est difficile. Comme on n'est pas en train de... Quand vous me dites qu'il y a une similitude et pas, là, quand on est en recherche comme ça, on constitue donc des groupes de sujets qu'on doit pouvoir comparer les uns aux autres. Donc, ce que j'ai pas dit et qui est important, c'est que toutes ces études révèlent des moyennes qui vont être différentes, etc., mais absolument pas comment se situe un individu. Donc, quand on fait des expériences sur justement des groupes comme ça de patients dépressifs que l'on vient comparer à des groupes contrôle, on observe en effet que, en particulier, bien, je vous parlais tout à l'heure de la sérotonine, qui est une molécule impliquée dans la dépression. Un défaut de sérotonine est impliqué dans cette maladie. Que cette sérotonine est importante pour tout ce qui va être justement détente, bien-être, sérénité. Et donc ça va être en lien. On trouve aussi un grand manque de motivation. La dépression est caractérisée par souvent une anédonie. Une anédonie, c'est une absence de plaisir. Quand on ne ressent plus le plaisir, je vous disais tout à l'heure, cette absence de gratification, quand elle est quand elle est routinière, ce système inhibiteur va être activé au maximum et donc il y aura plus de motivation. Donc là, on est dans un cercle vicieux où la même chimie, je dirais, vient entraîner par rebond un impact sur ces affects sentimentaux. Ça a été montré. Et les schizophrènes qui sont souvent dénués d'affect, mais presque tout le temps, est-ce qu'il y a un déficit d'une hormone particulière ou est-ce que ça n'a jamais été dosé ? Alors, sur la schizophrénie, c'est un petit peu complexe. C'est pas un manque d'affect vraiment. C'est des situations qui, en fait, il y a comment dire ça. Il y a toute ce côté sociabilité qui souvent est déficitaire. Et là aussi, il y a des recherches actuellement qui testent l'ocytocine, puisque je vous disais, l'ocytocine, c'est aussi le lien social, c'est aussi la capacité, donc parce que des communications, des interactions entre individus, on considère que ça fait appel juste à des compétences qui sont un peu communes à tout un chacun. En fait, c'est plein de paramètres inconscients, justement, et spontanés, qui fait que notre cerveau, très rapidement, va nous permettre d'être dans la situation adéquate, de rentrer en communication avec ceux qui nous intéressent et au contraire laisser à distance, etc. Tout ça, c'est plein de paramètres, de compétences très fines, et certaines d'entre elles, en effet, vont être manquantes ou en tout cas dérégulées chez ces patients. Et là, je vous dis tout ça parce que ce qu'on regarde, c'est des choses très précises. On ne vient pas regarder ce que pourrait donner l'ocytocine dans un malade qui vit dans son environnement et comment il peut se comporter dans la vie de tous les jours. Mais quand on vient mesurer chacun de ces paramètres très précisément, on voit que dans un certain nombre de cas, ça permet d'améliorer cette reconnaissance émotionnelle, ces capacités d'empathie. L'ocytocine a été aussi montrée comme vraiment étant capable d'aider aux compétences d'empathie. Donc, il y a des choses comme ça sur lesquelles ça peut agir et où on sait qu'il y a une dérégulation. Après, je reviens toujours à mes modèles animaux, des modèles de la dépression, on en a, des modèles donc de la sociabilisation, d'autisme, oui. En schizophrénie, même si il y a donc des aspects génétiques, parce que quelquefois on se sert de ces aspects génétiques pour créer nos modèles animaux. Même s'il y a des aspects génétiques qui sont bien caractérisés, ce qui nous manque, c'est quels tests comportementaux peut-on mettre en place pour mesurer quelque chose de vraiment caractéristique de la pathologie. Mesurer un comportement de résignation chez le rat, on sait faire. Mesurer un état d'anxiété, on sait faire. Mais là, dans ce cas de cette pathologie, c'est pas facile. C'est un peu pareil pour les troubles bipolaires. On a cette même difficulté de monter des paradigmes suffisamment
suffisamment bien précis pour venir analyser ça de près. Oui, bonjour. Donc, merci beaucoup déjà pour votre présentation. Merci. Je voulais vous parler de la testostérone et du désir sexuel. Oui. Donc, je connais des personnes qui ont fait un changement de sexe et donc qui ont eu besoin de cette prise de testostérone. Et ils ont remarqué un pic dans leur désir sexuel qui est assez fort. Et je viens d'apprendre assez récemment qu'en licence de droit, on apprenait aux étudiants que la testostérone serait une hormone qui rendrait fou et que ça pourrait peut-être, dans un tribunal, peser pour les agressions sexuelles notamment. Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques à ce niveau-là? Alors, en fait, tout est alors, la testostérone est impliquée dans le désir, je vous l'ai dit. Elle est clairement aussi impliquée dans l'agressivité, ça c'est bien montré. Après, tout est qu'une question de niveau, je dirais, hein, de niveau de concentration. Déjà, rendre fou, non, on peut pas. Enfin, en tout cas, je sais pas ce qu'est la folie. Ça demanderait. Mais en tout cas, ce n'est pas comme ça que l'on peut, en tout cas, le définir. Ce qui est utilisé, alors ce qui a été utilisé, je crois plus que ça le soit, c'était comme ça qu'on venait faire la castration chimique, en particulier aux États-Unis, chez les personnes qui avaient pu faire preuve de perversité ou autre. Il y avait cette castration chimique, c'est de venir donc empêcher la testostérone d'agir, puisque la testostérone, elle va être fabriquée par les testicules essentiellement. Et au niveau cérébral aussi, certains neurones sont capables de la fabriquer. Mais clairement, la sécrétion massive, c'est au niveau testiculaire. Et donc, la deuxième partie de votre question, je viens de l'oublier là tout de suite, mais oui, donc dans les tribunaux, ce qui reposerait pas sur des réalités scientifiques, encore une fois, parce que là on est en termes de connaissances, donc avec des expériences montées pour qu'elles soient valides expérimentalement, scientifiquement, etc., sur des moyennes, et c'est sur des différences de moyennes. On n'est certainement pas en train de venir dire tel individu, maintenant que j'ai mon expérience qui est balisée, que j'ai mes différents groupes, je prends un individu et je le range dans cette classe ou dans cette classe, dans ce groupe de contrôle ou de normaux ou dans ce groupe d'anormaux. Par contre, quelquefois, ce qui est évoqué ou invoqué par les avocats, c'est de dire au contraire, parce que mon client était, a des niveaux de testostérone dérégulés, eh bien, il n'est pas responsable de ses actes. C'est un petit peu ça, quelquefois, qui court comme argumentaire, plus que de définir que c'est quelque chose qui rend fou. Et là aussi, c'est tout un débat où... je pense doivent s'emparer de ça des comités d'éthique, des comités scientifiques et ne pas laisser faire justement la justice ou les avocats tout et n'importe quoi sur la base de quelques données scientifiques qui, encore une fois, ont leur niveau de preuve réel, mais dans les conditions telles qu'elles sont réalisées en laboratoire et pas du tout ajustables de façon générale à un individu dans la société. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir concernant les campagnols de prairie qui sont fidèles, qui ont toujours le même partenaire, si on leur enlève leur partenaire ou si le partenaire décède, ça se passe comment? Il déprime. Comment il réagit? Il déprime. Ils ont tendance à ce moment-là à rester en retrait, à ne plus avoir d'interaction avec les autres, et ils ont donc un comportement comme ça d'introspection et de retrait par rapport aux différents contacts sociaux qu'ils ont habituellement. Donc pour l'animal, c'est définitif?
C'est-à-dire de rentrer en dépression. Et non. Donc, alors, quand je dis déprime, ça va être... il ne va pas se laisser mourir de désespoir. Hein. Mais par contre, il n'aura plus les mêmes comportements spontanés. Justement, ce sont des animaux très sociaux. Donc, ils n'auront plus les mêmes... Il va y avoir, par exemple, moins de prise de nourriture. Il va y avoir... On va observer moins de comportements d'exploration, des choses comme ça, quoi. Mais ensuite, souvent, quand c'est comme ça, on ne se sert pas de ce modèle pour venir étudier la dépression. Donc, on a pu observer ça dans les élevages parce qu'on les maintient, mais pas en tant que modèle d'analyse, quoi. D'accord. Et concernant l'humain, lorsqu'il a perdu son compagnon ou sa compagne, quelle peut être la réaction par rapport à la dopamine ou l'ocytocine sur les mois, voire les années suivantes? Mais alors, ça fait... là, c'est quelque chose qui va être complexe et multiple d'un point de vue biologique. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça va être la réaction ou la façon d'affronter ça va être très personnelle. Donc, encore une fois, c'est quelque chose où on vient monter scientifiquement certaines expériences analyses ont pu être menées comme ça sur, après le deuil, qu'elles pouvaient être, non pas au niveau moléculaire, pas au niveau, c'est plus au niveau comportement que réellement, et donc que ça peut montrer des comportements de plus grande sensibilité au stress, des comportements de diminution de désir, parce que un peu une extinction de ce système de la récompense qui fait agir justement la dopamine, etc. Il faut savoir que je n'ai pas parlé d'une hormone qui est majeure et qui sort beaucoup dans de nombreuses publications, c'est le cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Alors, c'est pas le seul, il y a plein d'autres molécules qui font partie de cet axe du stress, et on sait que c'est hyper activé dans le cas comme ça d'un traumatisme. Donc, je ne sais pas si vous parliez de perte suite à un décès ou suite à une séparation, mais dans tous les cas, oui, ça vient à ce moment-là faire activer des systèmes qui sont les systèmes du stress, augmenter le cortisol, et ce cortisol clairement a un impact sur les différents systèmes que j'ai décrits dans la conférence. Et concernant un autre sujet, la pédophilie, qu'est-ce qui fait que des personnes réagissent de cette façon? Est-ce qu'au niveau médical ou neuroscientifique, il y a... À ma connaissance, non, il n'y a pas d'études qui ont été menées sur le sujet. D'accord, merci bien. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'alcool et vous avez dit que l'alcool venait se fixer sur les récepteurs du GABA. Donc ça inhibait le GABA. Sauf que le GABA... Non, ça n'inhibe pas le GABA, ça suractive. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Oui. Donc du coup, ça inhibe... ça augmente l'activité du GABA. Oui, donc d'accord, ça vient, ok, ouais. d'accord. Et j'avais une autre question aussi, c'est après un rapport sexuel ou une activité sportive, on entend souvent parler des endorphines. Oui. C'est quoi exactement? Oui, vous avez raison, c'est quelque chose que je n'ai pas cité, mais qui là aussi est impliqué, parce que je l'ai cité sous un autre nom, j'ai parlé d'opioïdes. Et en fait, les endorphines sont des opioïdes. Et elles sont bien sécrétées après un rapport sexuel, au moment de l'orgasme, après une activité physique. C'est elles qui permettent d'avoir le deuxième souffle en sport. C'est-à-dire que quand on recommence un sport, par exemple, et qu'on se met à refaire du vélo et à essayer de suivre les copains en randonnée alors qu'on n'en a pas fait depuis des années, qu'on a l'impression que là, de toute façon, c'est fini, je vais mettre pied à terre et je ne serai jamais remontée. Puis quand on pousse un peu et qu'on arrive à 20 minutes, parce que c'est à peu près le temps qu'il faut au cerveau pour être baigné d'endorphines, on a un peu ce deuxième... Je croyais que jamais j'y arriverais, puis au final, ça va, je suis toujours dans la course, etc. Et c'est ces endorphines qui, d'une part, ont une action sur la douleur, c'est-à-dire qu'elles vont diminuer la douleur ressentie, elles vont augmenter le seuil de la douleur et avoir aussi cet effet un peu apaisant. On l'appelle quelquefois l'hormone du bonheur, et c'est impliqué, oui, tout à fait, c'est un opioïde.
Et il y a un rapport justement avec cette sécrétion d'endorphine et puis l'effet réfractaire après ou pas? Alors oui, alors l'effet réfractaire, ça va être donc les endorphines, oui, qui vont agir, et puis également les endocannabinoïdes. Et là aussi, c'est des recherches très récentes là, qui datent du fin 2019. On disait toujours justement que les endorphines, c'était elles qui étaient responsables de ce côté antidouleur. Naturellement. Hein. Et en fait, on se rend compte que les endocannabinoïdes sont aussi importants, voire plus, dans leur action, comme ça, de venir diminuer les sensations douloureuses lorsque le système est activé. Donc cette période réfractaire, oui, ça va être ça. Et en fait, voilà, selon le niveau d'activation, c'était ma balance un peu inhibitrice tout à l'heure, quoi. Et selon le niveau de son état d'activation de ce côté inhibiteur, et également les autres stimuli excitateurs ou les autres hormones excitatrices, que ça va être plus ou moins présent, plus ou moins long aussi. Merci. Je vous en prie. Il y a un monsieur avant là. Ça fait 3 points qu'il est. Après c'est vous. Sur ce que vous avez présenté, quels sont les éléments qui sont communs à l'ensemble du règne animal et qu'est-ce qui est propre à l'homme? Et aussi, quelles sont les différences entre l'homme et les grands singes sur les éléments que vous avez présentés? Oh, elle est complexe, hein, votre question. Alors, qu'est-ce qui est commun? Déjà, on va, quand on vient comme ça... s'intéresser à des choses aussi complexes, on reste au niveau des mammifères. Parce que certes, vous allez trouver par exemple des pigeons ou des oiseaux qui sont là aussi en couple pour la vie. C'est des phénomènes. Et par exemple, on retrouve chez les pigeons, puisque pour juste me contredire et ne pas parler que des mammifères, ces systèmes limbiques et ces ganglions de la base, peu importe leur nom, qui sont présents et qui ont aussi un impact dans la formation du couple et dans le fait que le couple, une fois qu'il est formé, dure toute la vie. Donc il y a des choses qui sont communes comme ça. Le circuit de la récompense est quelque chose aussi de très très ancien, bien parce que c'est tout simplement le système cérébral qui va permettre donc la perpétuation de l'espèce, puisque c'est les actions indispensables à la survie et à la reproduction qui vont être générateurs à la base de ce plaisir enregistré en mémoire qui va générer la motivation de recommencer ces actions. Donc après, ce qui est propre à l'homme, alors chez les grands singes, par exemple, tout ce qui est social va être aussi très présent. Et ce qui est propre à l'homme, par exemple, on considère, même si j'ai fait des parallèles avec différentes espèces animales, que l'amour est quelque chose de relativement propre à l'homme, dans le sens où c'est justement de faire confiance et de venir coopérer et être dans une union et qu'on ne retrouve pas dans sa globalité chez les autres espèces animales, quoi. Oui, bonsoir. Donc, je voulais savoir, vous avez parlé de réseaux précablés dans le cerveau. Je vous vois pas. Oui. Ah, pardon, je ne vous voyais pas. Merci. Oui. Vous parliez de réseaux précablés dans le cerveau. Je voulais savoir comment se passait la transmission de ces réseaux précablés, s'il était génétique, mimétique par rapport aux parents ou environnemental ou autre. Alors, en fait, j'ai parlé de réseau précablé. C'est peut-être pas le bon terme parce que c'est pas du tout dans le style. Ça va être justement transposable comme ça aux futures générations. Précablé dans le sens où, je vous disais tout à l'heure, c'est 100 000 milliards de neurones. Il faut qu'ils soient connectés, interconnectés et pas n'importe comment. Et selon n'importe quel schéma. Donc on parle plus de réseaux neuronaux, et quand je vous ai parlé de différentes zones cérébrales et des projections, etc., c'est encore plus complexe que ça. Et ces réseaux neuronaux, ces grands réseaux neuronaux, ils vont être communs
à tout un chacun. C'est-à-dire que si vous venez disséquer un cerveau d'être humain, vous n'allez pas pouvoir faire de différence les uns avec les autres. Ça va dépendre ensuite du niveau de finesse d'analyse où on va pouvoir avoir certaines différences. Donc, c'est pas quelque chose qui est génétique. C'est pas quelque chose que l'on trouve, quand je dis précâblé, c'est pas chez un individu, c'est chez l'espèce. Dans notre espèce, il y a ce précâblage entre guillemets, hein, c'est-à-dire ces circuits qui fonctionnent de cette façon chez la totalité des individus. Après, ils fonctionnent plus ou moins fortement avec une chimie qui va être plus ou moins donc élevée et donc fait qu'il y a une activation ou pas de ces réseaux et que cette activation, elle va être à des degrés différents. Mais il faut savoir que le cerveau a cette particularité déjà de ne jamais être fini. Alors, on est avec nos 100 000 milliards de neurones, on les a à la naissance, il va y avoir ces connexions entre les neurones qui vont se faire de façon très importante pendant la petite enfance, avec des pousses neuronales et également des morts neuronales. Il faut que ça s'élague un petit peu, c'est comme une forêt touffue qu'il faut un petit peu élaguer. Et le cerveau n'est mature qu'entre 20 et 25 ans. Et c'est d'ailleurs cette maturité cérébrale, une des dernières zones à devenir mature, c'est le cortex, ici une zone du cortex orbitofrontal qui est impliquée dans tout ce qui est inhibition. Et donc cette inhibition, eh bien, c'est ce qui va quelquefois manquer à certains comportements d'adolescents qui aiment prendre des risques, qui aiment quelquefois donc qui ont cette incapacité ou à résister à des tentations, etc. Parce que le système qui justement de raisonnement et d'inhibition, oui, ça c'est bien, on sait que ça fait plaisir, mais il n'est mature que tardivement, entre 20 et 25 ans. Mais par contre, notre cerveau est plastique, c'est-à-dire que cette plasticité cérébrale, ça veut dire qu'il y a une capacité de venir former, alors un peu des nouveaux neurones, mais surtout des nouvelles connexions, des nouvelles interrelations et d'être des forces aussi dans ces réseaux câblés, pré-câblés, comme l'expression que j'employais tout à l'heure. Il y a une force de ce réseau qui va être capable d'augmenter ou diminuer avec l'expérience, avec le vécu. Et donc, je dirais un peu, cette plasticité cérébrale, c'est un petit peu, si je reprends mon image de la forêt de tout à l'heure, des chemins, un chemin de sous-bois qui n'a jamais été, un chemin de randonnée qui n'a pas été visité depuis des mois. Les premiers vont en faire un petit passage, puis ça va être emprunté tout au long de la saison de plus en plus, puis ça va pouvoir devenir quasi une autoroute. Et c'est un peu ça la plasticité cérébrale et la capacité, ces réseaux qui existent, ces circuits qui existent, de venir soit les renforcer, soit venir bien en faire d'autres, en créer de nouveaux à côté selon les expériences. Donc c'est peut-être pas la meilleure façon de le dire, pré-câblé, mais en tout cas ça veut dire que ces associations-là et ces réseaux-là existent et existent de façon naturelle chez tous les individus. Après, la façon dont ils fonctionnent, c'est un petit peu différent. Merci. On va aller se reposer le cerveau alors au lit. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci Sylvie. Bonsoir.